Bonjour, c'est le numéro 806 de Téléfoot. Vous saurez tout sur la 7e journée du championnat de France de première division et puis nous fêterons les 20 ans de Téléfoot. Effectivement, Pierre, Téléfoot a été créé il y a 20 ans. Vous en avez été le premier présentateur. Pierre Cangeni, bonjour et merci d'être avec nous. Non, merci à vous. Alors, le premier... Et Pierre Cangeni, vous avez présenté Téléfoot de 77 à 81. Vous avez été patron des sports de la 5, puis président de l'OM après. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Bon, parce qu'avec l'éclectisme qui me caractérise, parce que j'ai toujours bougé beaucoup et c'est ce qui me plaît dans ce métier, nous sommes en train de travailler sur un projet de mensuel de football, une année de Coupe du Monde, ça ne va pas vous étonner. Et puis j'ai eu le temps d'écrire. J'ai eu des plages de vie qui m'ont permis d'écrire. Alors j'ai 2 livres chez mon éditeur actuellement. Je suis en train d'écrire la vie de Carlos Monzon, qui est un sportif qui m'a passionné parce que je l'ai suivi de bout en bout dans sa carrière. Et puis il y a un projet de téléfilm sur un des scénarios que j'ai écrit. Alors je disais donc que le premier Téléfoot, Pierre, avait eu lieu le 16 septembre 1977. Ça fait presque effectivement 20 ans jour pour jour. Alors, qu'y avait-il dans cette émission? On se souvient qu'elle avait été présentée par l'une de nos charmantes speakerines de l'époque, qui était Evelyne Leclerc. Annoncé par Evelyne Leclerc, oui. On voit les images. Mais pour l'instant, une grande nouveauté, le premier numéro de notre nouveau magazine sportif, Téléfoot 1. C'est l'initiative de notre service des sports qui vous offre désormais chaque vendredi soir ce magazine. C'est important car c'est la première fois qu'une chaîne de télévision consacre un magazine au football, un sport qui vous passionne toutes et tous. Ce premier numéro, il fallait le consacrer parce que l'actualité oblige et parce que c'est agréable à la Coupe d'Europe de football où nous avions 4 clubs engagés. Alors nous allons 4 clubs français seulement, cela permettait de longs résumés de plus de 10 minutes avec des réalisations à 3, parfois 4 caméras contre 18 aujourd'hui. Bien entendu, vous avez peut-être vu déjà quelques extraits de la rencontre qui opposait en Coupe des Nations, en Coupe des clubs, pardon, à tout seigneur, tout honneur, Nantes à Prague. Les Nantais ce jour-là jouaient en rouge et avaient obtenu un bon match nul sur le terrain du Duclas. Une passe merveilleuse d'Henri Michel et puis l'exploit technique de l'ailier nantais. Vous allez voir un dribble, une balle brossée et c'est le but. Je pense que vous avez tout lieu de... Vous remarquerez que derrière Jean-Vincent, la diapositive est à l'envers, mais ce n'est pas bien grave. Autre résumé, Saint-Étienne-Manchester United en Coupe des Coupes. Centre de Janvion, cafouillage de l'éléphant des Rouges. Et but de Sinagel, 1-1. C'est un coup franc. Puis Lens Malmö et Bastia Sporting du Portugal en Coupe de l'UEFA. Il n'y avait pas de championnat cette semaine-là, mais lorsque le championnat était au menu, Téléfoot avait le droit à 2 résumés seulement sur les 10 matchs. Ce n'est que quelques semaines plus tard que vont apparaître des rubriques que personne n'a oubliées, comme les échos d'Alain Join. Vous ne reverrez plus sur le banc de touche Helmut Schön, son éternelle casquette vissée sur la tête. À l'occasion du match amical Allemagne-Hongrie, mercredi, interrompu d'ailleurs en raison du brouillard, l'ancien directeur technique de l'équipe germanique a fait ses adieux. Ou bien encore ces buts qui viennent d'ailleurs. Il n'y avait pas de droit à payer sur les championnats étrangers et on pouvait donc montrer tous les buts que l'on souhaitait. Tête de Woodcock, reprise de Barrett. Je vous dis merci de votre attention et j'espère à vendredi prochain, 22h50, l'horaire vendredi prochain. Merci. Pierre Cangeni, Souvenir, c'était donc il y a 20 ans. Comment est née l'idée d'une émission de football sur une chaîne de télévision? Alors, comment elle est née? La chose est un peu controversée. Il semble qu'il y ait eu une tentative sur Antenne 2. Thierry, d'ailleurs, s'occupait du foot sur Antenne 2. Je crois qu'il est un témoin privilégié. Il semble que Georges Cohn, patron des sports sur la 1, soit allé proposer sur la 2 un magazine de football. Moi, ça me paraît un peu anormal, mais enfin, il semble que ce soit le cas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est je crois qu'il faut remercier surtout les gens aujourd'hui. Il faut remercier Jean Sadoul, qui était le président de la Ligue et qui a fait beaucoup. Georges Cohn, qui a œuvré avec lui pour cette émission.
Jean-Louis Guillot, qui était le PDG de la chaîne et qui a accepté, après maintes réticences, une émission sur le football, parce qu'il faut que vous sachiez les uns et les autres qu'il n'y avait que des émissions multisports à l'époque. Et l'émission sur un seul sport faisait peur en France. Mais nous avions, pour nous, Christian Kidé ayant plaidé la chose avec beaucoup d'habileté, l'exemple allemand et l'exemple italien que nous avons un peu ramené en France en disant voilà ce qui se fait. Sauf qu'eux avaient beaucoup de moyens, énormément de moyens, et nous avions de tout petits moyens. Le chef de production passait son temps à me dire que l'émission coûtait très cher parce que nous avions 2 petits cars qui partaient le samedi soir. Bien, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. On va commencer le téléfoot d'aujourd'hui par la 2e division. Une fois n'est pas coutume, c'était la 9e journée et on va voir en action les 3 premiers du classement avant cette 9e journée. Et notamment la rencontre qui opposait Le Mans à Lorient. Ce sont les Manceaux qui vont ouvrir le score. 1-0 à la 25e minute. Et en 2e période, un but marqué contre son camp par Di Cano permet à l'équipe lorientaise de revenir à égalité et même de prendre l'avantage sur un penalty. C'est le Mans. Hervé n'est pas tout à fait d'accord avec vous, Thierry. Le Mans est en jaune et rouge, les Lorientais sont en blanc. Il y a 20 ans, ils étaient en blanc. Oui. Ça, c'est une certitude. Louan Cuiseau et 3. C'est le match qui intéressait le leader. Et là, encore une fois, ce sont les joueurs locaux, c'est-à-dire Louan Cuiseau qui ouvre le score. 33e minute, 1-0 par Choyen. Et égalisation de Laquet à la 87e minute. Il était temps. Laquet qui avait déjà sauvé 3 il y a une semaine. Très joli but, bien construit, bien amené. Score final, 1 but partout. Et dans la série des équipes parées de sang et d'or, voici Martigues qui recevait Amiens. Amiens est en blanc et c'est Amiens qui va ouvrir le score après simplement 11 minutes de jeu, but de François. Et une curieuse façon de saluer après ce but. À la 40e minute, l'égalisation arrive pour Martigues. Cousin, superbement joué du plat du pied droit. Nous voici à présent en 2e période. Avec un ballon qui va arriver dans les pieds de Frankowski, précisément à la 50e minute. Une balle piquée au-dessus du gardien. Martigues mène donc 2 buts à 1 et bientôt 3 buts à 1. Toujours grâce à Frankowski. Au milieu de la défense d'Amiens, Rosset et Abalo s'en mêlent les crayons et Frankowski lui marque le 3e but. 3-1, ce ne sera pas le score final puisqu'à la 89e minute, l'équipe d'Amiens ajoutera un dernier but qui ne changera rien, comme on dit dans ces cas-là. Et ce but sera signé de Forge contre son camp. Victoire de Martigues, 3 buts à 2 face à Amiens. L'événement de ces 9 premières journées de Division 2, c'est peut-être la dernière place de Saint-Etienne. L'équipe est entraînée par Pierre Répellini et Robert Herbin. Elle n'a pas gagné un seul match. Hier soir, 4e défaite, cette fois à domicile face à Guignon, 1-0. Victoire de Lille face à Mulhouse, 1-0. Lille est 3e. 8e journée du championnat national. Victoire des équipes de tête. Sedan, leader, l'emporte à Raon, l'étape 1-0. Créteil, 2e, bat le Gazélec d'Ajaccio de Pascal Olme, l'étape 1-0. Angoulême reste également 3e après sa victoire, toujours 1-0. Face à Tours. Nous allons maintenant voir tous ceux qui un jour ou une heure ont présenté Téléfoot, en commençant par celui qui manie la langue de Goethe, mieux encore qui n'arrête les pénaltys, comme en témoigne cette séquence enregistrée à l'occasion des 10 ans de Téléfoot. Je veux bien sûr parler de Georges Dominique. À la fin des années 70, chaque fin de semaine, il a joué Tintin en République fédérale allemande, armé de bonnets et de moufles. C'était lui dans la neige bavaroise qui pistait Gerd Müller ou Karl-Heinz Rummenigge. Souvenez-vous de ses interviews dans le texte, sans traduction simultanée, à une époque où l'oreillette n'était encore qu'une partie du cœur humain. Certains aiment l'Allemagne pour Wagner, Georges Dominique l'aimait surtout pour Beckenbauer. 20 ans plus tard, le mur est tombé, mais pour Dominique, il doit toujours être à 9,15 m du tireur. Georges Dominique est aujourd'hui journaliste à France 3 et pour toujours, il est le cousin germain de l'émission. C'est à peine croyable, on a fait 3 portraits successifs rapprochés. Gerd Müller, le bombardier, l'avant-centre allemand. Quelques mois plus tard, Rummenigge, ensuite l'anglais Kevin Keegan qui jouait à Hambourg. Donc portrait de 12-13 minutes, donc très important, un gros format comme on dit dans Téléfoot. On filme un seul match le samedi après-midi en Bundesliga. À 3 reprises, Rummenigge
Muller, Keegan marquent 3 buts. C'était exceptionnel. Hein. Je crois qu'ils ont été inspirés par la caméra de téléfoot. Ils étaient fiers d'avoir une télévision étrangère qui s'intéressait à eux. Et bientôt contre la France, qu'avez-vous mijoté? Pleine interview, au moment où je tends le micro à Léon Rossi, il y a pas un pack, mais une bouteille d'eau minérale, 1,5 litre en pleine figure, qu'avec la bourse, croyez-moi, c'est assez impressionnant. Et ma réponse, c'est, en direction de cette tribune, je vois pas qui l'a lancé. Espèce de sale... Je sais pas si j'ai dit salaud. Indiscutable. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons prouvé que nous valons mieux que ce que nous avons. Espèce d'un... Voilà. Voilà à quoi donne le sport. Léon Rossi, vous n'êtes pas blessé, non? Eh bien, jusqu'à présent, vous savez, ce public niçois extrêmement difficile. Il est anti-sportif, c'est bien dommage. Léon Rossi, ça va? Vous ne souffrez pas de trop, non? Vous venez de recevoir une boîte de bière, nous aussi. Aujourd'hui, dans Première Division, il y a 10 équipes de Première Division donc, qui étaient déjà présentes en 1977, Monaco, Nantes, Strasbourg, Marseille et Bastia, et puis 6 autres équipes. Combien de matchs et combien de caméras pour les filmer à l'époque? La formule que j'ai établie dès le départ, c'était 10 minutes sur 2 matchs. C'est-à-dire, c'était pas tellement, en la limite, la limitation par la Ligue, pas du tout, on aurait pu discuter. Le problème, c'est que nous n'avions pas de moyens techniques. C'était la première fois que ça se faisait, il fallait sortir, il fallait monter sur place et distribuer donc le match commenté sur place pour qu'il arrive à 1 heure, 1 heure et demie après à Cognac-G. Donc il y avait 2 petits cars, c'était 2 caméras, 3 caméras dans le meilleur des cas, quand le directeur de la production se laissait aller. Et puis on avait donc 2 matchs, ce qui obligeait malgré tout à une certaine forme d'émission qui tenait à la fois du magazine à la retransmission, parce qu'il fallait effectivement faire ses buts venus d'ailleurs, avoir des portraits, avoir meublé pendant 1 heure. C'est-à-dire qu'en réalité, les 2 matchs passaient à la fin. Et ensuite, avec FR3, par un accord avec FR3, nous obtenions les buts, mais pas tous les buts. Parce qu'à Saint-Étienne, par exemple, il n'y avait pas de station régionale. Et à l'époque, il n'y avait pas de boîte noire. La technique n'était pas ce qu'elle est. C'est-à-dire que là, nous remontons à tout en gamon. Hein. C'était vraiment les tout début. Donc, vous voyez, il fallait de Saint-Étienne, par exemple, on allait à Lyon. Figurez-vous qu'on allait à Lyon. Et un jour, d'ailleurs, les motards m'ont paumé. Et je suis arrivé à Lyon, où j'ai commenté un match de Saint-Étienne sans avoir vu le montage du monteur, parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et ça arrivait assez souvent. L'actualité, Pierre, c'est bien entendu la 7e journée du championnat de France de Première Division, avec un fait exceptionnel. Vendredi, 8 victoires à domicile. C'est la première fois cette saison qu'aucun club ne l'emporte à l'extérieur. Et Châteauroux en a profité pour gagner sa première rencontre en Première Division. On va voir les images avec un but dès la 25e minute de Ferdinand Colli sur ce corner de Chavrondier. Une tête somptueuse de Colli qui en est déjà à son 3e but pour un défenseur, c'est pas mal. Colli, vous allez le voir sur le ralenti, qui monte très très haut. La détente est parfaite, le timing également. Et il trouve la lucarne de Hurtebise, le gardien rennais. Le Stade Rennais, dans son magnifique maillot noir, va se créer une bonne occasion en seconde période avec une reprise de Lebrise qui s'écrase sur le poteau de Guéguin. Première victoire donc des Castelroussins, 1-0. Toujours en match avancé, Guingamp au Roudourou recevait Lens. L'Aspal rentre bien et trompe Varmuz avec l'aide du poteau. On joue seulement depuis 14 minutes. Et Guingamp mène 1-0. Guingamp qui a fort bien entamé ce match, au contraire du reste des nordistes. Quelques minutes plus tard, Bancarel trouve le poteau. Mais il aura une juste récompense d'une très bonne première mi-temps quelques instants plus tard, où sur une bonne déviation de la tête de Corridon, Bancarel va se présenter tout seul devant Varmuz et le tromper, le prendre à contre-pied, 2-0. Après seulement 22 minutes, Hugues le sent bien, la messe est dite du côté de Roudourou, et ça n'est pas un but de billard marqué par Foulon contre son camp qui changera quoi que ce soit à l'affaire. Les nordistes sont rentrés beaucoup trop tardivement dans la partie. Victoire finale de Guingamp, 2-1. 3 défaites en 3 matchs à domicile, c'est le bilan de Lyon au moment de recevoir Strasbourg. Strasbourg qui joue en jaune, et cette fois ça va bien marcher pour l'OL qui ouvre le score après 11 minutes grâce à Canout. Premier but en Première Division, il a été servi par le jeune Fourré. Jolie frappe de Canout. Dans la foulée, une faute de Baticle sur Ludovic Gioli. Et Monsieur Glochon siffle un penalty. Penalty qui va être tiré, et plutôt bien tiré, vous allez le voir, par Christophe Coquard, mais alors magistralement arrêté par Wenzel. Toujours donc 1-0. Et juste avant la mi-temps, Okpara devance la sortie de Jean-Claude Nadon, qui remplace le gardien de Lyon qui est suspendu, Grégory Coupé.
Et donc Okpara permet aux Alsaciens de rentrer à la mi-temps avec ce score de 1 partout. 52e minute maintenant, une superbe action collective. Kanout, Kokar, Gioli. C'est le deuxième but de l'OL, magnifique. Premier but cette saison pour Ludovic Gioli qui portait pour la première fois de sa carrière le brassard de l'OL. Ça va mal pour les Strasbourgeois qui perdent 2 minutes plus tard Pascal Nouma qui n'a toujours pas marqué cette saison mais qui se fait expulser ici pour un deuxième carton après une contestation. Puis à 4 minutes de la fin, c'est le jeune Job qui marque le 3e but de l'OL. Superbe. Et c'est déjà son 3e but personnel en première division à Job qui avait également marqué beaucoup de buts en Coupe Intertoto. Première victoire à domicile de Lyon et ça soulage bien entendu Bernard Lacombe. Ce qui était encourageant, c'était surtout la victoire parce que ce soir nous avons gagné contre Strasbourg. On ne méritait pas plus de perdre contre Metz ou contre Bastia. Bon, c'est le football, il y a des jours c'est comme ça, le ballon, des fois il tourne un peu pour vous, des fois il tourne pour les autres, mais ces derniers temps il ne tournait pas souvent pour nous. Nantes-Montpellier à présent, débordement côté gauche de Bakayoko. Landreau un petit peu court, la balle parvient à Fugier qui ne laisse aucune chance aux Nantais. On joue depuis 47 minutes et Montpellier mène à la Beaujoire 1-0. Ensuite, les Nantais feront vraiment tout ce qui est en leur possible pour égaliser. Monsieur Anton oubliera un pénalty flagrant sur Monté-Rubio. Mais dans les dernières minutes, après encore une belle partie de billard, c'est Savino qui donne un match nul tout à fait mérité aux Nantais. Un but partout. Eh bien, on va laisser passer une page de pub et on retrouve Pierre Cangioni et les 20 ans de Téléfoot tout de suite après. A tout de suite. Et oui, ce nouveau générique nous rappelle que Téléfoot a 20 ans et que Pierre Cangioni est toujours avec nous. Et que dans 269 jours, si Téléfoot a 20 ans, eh bien ce sera la Coupe du Monde, 16e du nom, qui aura lieu en France. On a connu au milieu de cette semaine 4 nouveaux qualifiés, messieurs. Je vous propose de faire un rapide tour d'horizon en Europe et en Amérique du Sud. Beaucoup d'émotions à Wembley. On écoutait Candle in the Wind. Les bougies étaient allumées à la mémoire de la princesse Diana et l'équipe d'Angleterre n'a pas voulu être en reste puisqu'elle a battu la Moldavie 4-0, 2 buts de Wright, un but de Scholes et un autre de Gascoigne. Prenant la tête de son groupe, Italie, Angleterre du 11 octobre vaudra le déplacement. À Sofia, pratiquement à la même heure, 56e minute, superbe ouverture de Stoïkov et joli coup de tête de l'éternel Trifon Ivanov. C'est le seul but du match. La Bulgarie bat la Russie 1-0 et se qualifie pour France 98 grâce à son capitaine. Il y a de la joie du côté de Sofia. Ils étaient demi-finalistes aux États-Unis, les Bulgares. En Amérique du Sud, à Santiago, le Chili recevait l'Argentine. Gallardo ouvre le score. Égalisation de Salas pour le Chili. Et à 5 minutes de la fin, c'est Claudio Lopez qui va donner la victoire à l'Argentine. Victoire et qualification pour France 98. Les images ne sont pas très bonnes, mais elles sont importantes pour les footballeurs paraguayens qui ont battu la Bolivie 2-1 grâce à des buts signés Benitez et Gamarra. C'était en première mi-temps. Le Paraguay est toujours ce qu'il était et il sera en France, lui aussi, au mois de juin prochain. Enfin, dernier invité, ce sera la Colombie de Valderrama qui a péniblement battu le Venezuela 1-0, score nécessaire et suffisant grâce à ce but de Cabrera. La Colombie était attendue, elle sera présente au rendez-vous. Voilà les qualifiés. Donc, pour l'instant, ils sont 13. Et la dernière journée en Europe, notamment, aura lieu le 11 octobre. Et là, ça va bouger. Pierre Cangioni, vous suivez toujours l'actualité du football, je suppose. Qu'est-ce qui a le plus changé en 20 ans dans ce jeu, dans ce sport?
Écoutez, je crois que d'abord, au plan du jeu, proprement dit, nous on avait déjà malgré tout connu le football total avec les Hollandais qui avaient apporté une nouvelle forme en définitive de jeu sur le terrain, mais il n'en demeure pas moins vrai que je crois que la vitesse, je crois que le jeu s'est accéléré, je crois que les joueurs sont beaucoup plus rapides qu'ils n'étaient. On le disait déjà à notre époque par rapport par exemple à ceux du Stade de Reims qui ne veulent pas toujours en convenir, Justo Fontaine ou Dominique Colonna ou Raymond Coppa insistent que ce n'est pas vrai, mais c'est vrai parce qu'il y a une accélération régulière. Mais ce qui a changé au plan institutionnel, je pense que c'est l'argent. Je pense que c'est la pression quand les joueurs maintenant, je pense au rôle des intermédiaires qui devient de plus en plus important au fil du temps et qui fausse un peu la donne aussi. Et donc, disons qu'il y a un peu une perte d'humain et un peu un affairisme qui arrive et qui peut-être, il faudrait y faire attention, n'étouffe pas ce sport un jour. Pierre, pour cet anniversaire, les 20 ans de Téléfoot, donc vous vous souvenez, toute la famille est là, vous vous souvenez de Jean-Claude Flouret, notre preneur de son. J'ai fait mon premier reportage avec lui à la télévision. Eh bien, le voici. Salut Jean-Claude. Il a enregistré la voix de tous les plus grands joueurs du monde. Vous avez travaillé également avec Daniel Dourne. Daniel qui a fait pour nous des centaines de montages. Il est toujours fidèle au poste, Daniel. Le voilà, salut Daniel, avec son fils d'ailleurs. Et puis ils avaient du mérite, les monteurs. Excusez-moi de vous couper, mais il faut rendre ce qui appartient à César. C'est que dans cette émission de Téléfoot de l'époque, passant après les matchs, rappelons-le, les monteurs avaient énormément de mérite. Le matériel était moins perfectionné qu'aujourd'hui, c'est sûr. Et puis chez les journalistes également, tout le monde est là. Bonjour Christian. Christian, il avait quel âge? 12 ans quand... Bien Frédéric, 12 ans, ouais. Il y a 20 ans, vous aviez 12 ans. Il y a 20 ans, j'avais 12 ans. Et il y a 20 ans, Toulouse et Auxerre étaient en Division 2. Coïncidence, vendredi, ces deux clubs se rencontraient et comptaient tous les deux 9 points. Alors c'est pas vraiment une surprise pour Auxerre, mais pour Toulouse. Car Toulouse réalise un très bon début de saison. Vous découvrez le stadium de Toulouse, qui est en plein travaux pour la Coupe du Monde. Regardez cette reprise de Diomède, elle est somptueuse, il était hors jeu, moi la comme mise car elle était très belle. 8e minute de jeu, Lachuer intercepte un ballon et resserre Bernard Diomède qui est en totale confiance, il a un culot monstre. Ce but est un petit bijou. Lob, pied gauche, on revoit la passe aveugle de Lachuer et l'extérieur du gauche, Guaméné qui jouait son premier match en première division est battu. Après le quart d'heure auxerrois, le quart d'heure toulousain avec Joël Thierry qui revient sur son pied gauche, frappe du gauche juste à côté des buts de Fabien Coll. Une demi-heure de jeu. Le TFC récupère un ballon au milieu de terrain. Santini qui a été très bon vendredi. Alerte Marzi, Thierry Moreau. Et le capitaine du TFC permet à Toulouse de revenir sur son terrain et devant son public. Un partout. Un partout, c'est le score à la mi-temps. On démarre le début de seconde période avec monsieur Gonon qui est qui a un pied qui attire le ballon et qui quelques secondes plus tard, sans doute un petit peu troublé, tombe. On revient au match avec une action auxerroise. Jeune Champ, une balle de 2-1 peut-être, il part seul, plein champ. Il arrive face à Guaméné et il tire juste à côté. On joue maintenant les dernières secondes. Franck Sylvestre a été expulsé quelques secondes auparavant. Superbe centre de Moreau et repris par Laurent Sachy. Laurent Sachy qui marque son deuxième but de la saison, un but important qui permet à Toulouse de mener 2-1. Il reste alors 30 secondes à jouer. On revoit le coup de tête de Laurent Sachy. Dans les dernières secondes de la rencontre, la joie d'Alain Guaméné, le gardien ivoirien du TFC. Jeune Champ du côté bourguignon se fera expulser. Auxerre termine à 9. Score final 2-1 donc pour Toulouse. Et coup de chapeau aux hommes d'Alain Giresse qui n'ont perdu qu'un match depuis le début de la saison. Coup de chapeau mérité, Christian. Téléfoot à 20 ans, Pierre Cangioni est avec nous. On a vu tout à l'heure l'éternel Georges Dominique. On va voir maintenant un ancien présentateur également qui a eu les rênes de Téléfoot pendant 2 ans, autour des années 80, 81, 83. Il s'agit de Michel Denisot, qui n'est autre que le président actuel du Paris Saint-Germain, président délégué. J'étais allé faire l'émission en direct de Monaco le lendemain du titre, au bord d'une piscine. Et on avait prévu, j'avais mis tout le monde dans le coup évidemment pour terminer par une plaisanterie fine, de balancer Bruno Bellone à l'époque dans la piscine. Et tout le monde était d'accord avec moi et tout, sauf que dans mon dos, ils avaient prévu de me balancer moi plutôt que de balancer Bellone. Alors la plaisanterie, parce que bon, avec mes camarades là... C'est Courbis qui était déjà un garnement à l'époque et qui avait été champion. Il y avait Courbis, Vitalis, j'ai les 3 coupables. Éric Pécou qui m'avait poussé dans l'eau juste à la fin de l'émission. J'étais tombé évidemment dans la piscine avec mes fiches, avec tout qui volait. Et voilà, ça avait fait le générique de fin. C'était un bon souvenir. Ça va, c'était bon.
je regarde d'autant plus Téléfoot que le PSG y est traité comme toutes les équipes de D1 le dimanche, et qu'on y apprend des informations, qu'on voit beaucoup de choses. C'est un élément à la fois de plaisir et de travail pour moi. Michel Denisot, donc président du Paris Saint-Germain, Thierry Roland est celui du Variété, vous, Pierre, vous avez été président de l'OM. C'est plus facile. Et des Globetrotters. Et des Globetrotters. C'est plus facile d'être président, finalement. Vous pensez? Je ne sais pas, je vous pose la question. Vous pensez qu'il est facile d'être président de l'OM dans la situation non, où je l'ai c'est plus facile d'être président que journaliste. Est-ce que c'est plus facile? Ça n'a rien à voir. En réalité, je crois que ce sont deux activités qui sont tout à fait distinctes. Je crois que le journalisme peut mener à tout, du fait que nous nous intéressons aux choses, donc nous commençons un peu à les connaître. Il n'en demeure pas moins vrai que quand on est confronté aux vraies réalités, ça n'a plus tout à fait le même sens que de traiter un match à la télévision. Pierre Cangeni, vous connaissez Vincent Hardier, évidemment, il fait partie de l'équipe de Téléfoot. Il a fait son premier Téléfoot d'ailleurs, Vincent, le même jour qu'Hervé Matou. C'était il y a 7 ans. En août 1990. Il y a 20 ans, Bordeaux était déjà en première division, Le Havre ne l'était pas, Le Havre n'était même pas en deuxième division. Bordeaux recevait Le Havre, c'était vendredi au Stade Lescure, et Guy Stéphane a fait confiance à un nouveau gardien. Stanley Menzo a été écarté. C'est Ulrich Ramé, il a 25 ans dans moins d'une semaine, il a joué à Angers, il a déjà joué en première division il y a 4 ans, déjà avec Angers, il avait disputé 2 matchs. On le voit, après un quart d'heure de jeu, sortir de fort belle manière de la tête devant Cyril Pouget. 13e minute, coup franc de Papin sur le poteau de Cassard, toujours 0-0 entre Bordeaux et Le Havre. Le Havre qui va ouvrir la marque à la 20e minute, un ballon pour Pouget. À la limite du hors-jeu, il sert Orlaville. Et 1-0 pour Le Havre sur la pelouse du Parc Lescure. On revoit cette ouverture de Saulois. Difficile de se faire une opinion. Au vu des ombres, apparemment, Pouget n'est pas hors-jeu. Il donne à Orlaville. 2e but pour Christophe Orlaville cette saison. Et stupeur à Lescure où il y avait environ 10 000 spectateurs vendredi soir. Le Havre toujours en contre avec ce ballon pour Orlaville parti dans le dos de la défense bordelaise. Ramé est intervenu, le ballon sort. Dernière occasion de la première mi-temps pour les Bordelais sur ce coup franc de Ricardinho. Et là, une nouvelle fois, c'est le poteau qui supplée Cassard. Seconde période, Grenet, Luxin et Viltord ont remplacé Djemali, Gomis et Ricardinho. On retrouve Grenet sur la gauche. Un coup d'œil, un centre. Superbe tête de Lilian Lasland. Il fallait la faire, il fallait surtout la mettre. Elle est parfaitement ajustée. Tête piquée qui bat donc Stéphane Cassard. Un partout entre Bordeaux et Le Havre. Il reste moins d'1 minute à jouer. Nous sommes même dans les arrêts de jeu. Un centre de Sylvain Viltord, un ballon qui revient à Grenet, déjà décisif sur le premier but. Il l'est encore sur cette action puisque l'on va le voir sous un autre angle. Louis-Jean commet une faute indiscutable. Monsieur l'ermite n'hésite pas et désigne le point de pénalty. C'est Jean-Pierre Papin qui se charge de transformer ce pénalty. Victoire de Bordeaux 2-1, victoire à l'arraché des Bordelais. Les Bordelais qui en 7 journées se sont imposés à 4 reprises et les 4 succès bordelais ont été obtenus dans le dernier quart d'heure, quasiment à chaque fois, voire à la dernière minute. C'était le cas contre Le Havre vendredi, c'était également le cas contre Monaco lors de la première journée. À noter également sur cette 7e journée que 8 buts sur les 22 inscrits ont été inscrits dans le dernier quart d'heure, soit plus d'un tiers des buts marqués sur cette journée. C'est effectivement, Vincent, l'un des chiffres RTL, TF1 RTL de la journée. Alors Pierre, on a vu Georges Dominique et Michel Denisot. Eh bien, on va prendre à présent des nouvelles de Didier Roustan. Didier est parti il y a 8 ans. Qui a marqué beaucoup cette émission, d'ailleurs. Oui, Didier est parti il y a 8 ans de TF1. Il n'est plus journaliste, il est aujourd'hui. On nous pose souvent la question, que fait-il? Eh bien, il est directeur exécutif de l'AIFP, l'Association internationale des footballeurs professionnels. Et on va le voir récemment dans une conférence de presse. Il annonce une grande soirée internationale contre le racisme qui aura lieu le 12 octobre prochain à Madrid avec les plus grands joueurs du monde sous l'égide de la Commission européenne. Didier était le spécialiste des magazines. Il avait toujours, comme ici avec Laurent Paganelli, des idées originales pour ses reportages. Et le voilà à présent dans la salle à manger de Delionis, la surface de réparation évidemment. Je suis à l'aise ici, dans la salle à manger, mais je suis à l'aise aussi dans la cuisine, partout dans la maison. Voilà, bref, vous l'avez compris, vous en souvenez sûrement, Didier n'aimait pas vraiment le conformisme, pas question par exemple de porter une cravate. C'était aussi une autre époque où on n'était pas là à regarder chaque petit point de détail et je sais pas, TF1, les différents chefs de service des sports que j'ai eus étaient cool. Au début, ils ont essayé, Didier, bon, mais peut-être une cravate, fait un effort. Bon, de temps en temps, j'en mettais une, hein, même pour faire plaisir. J'en mettais 3 minutes avant, j'en enlevais 3 minutes après.
D'ailleurs, je sais toujours pas faire les 2 cravates, donc on les faisait, c'est sympathique. J'ai été chouchouté. Mais je pense que maintenant où l'image, enfin, quand je dis l'image qu'on veut bien donner, patati et tout le tralala, quoi, tout ce côté superficiel, est tellement important, et notamment à la télévision, que pour venir sans cravate, sur la fin, je pouvais me le permettre sans problème, parce que, ok, mais arriver à 18 ans et pas mettre de cravate et des baskets, pas sûr que ça se passe aussi bien, quoi. Non, c'était une autre époque. Moi, je me souviens Hervé Bourges, qui était PDG de TF1 à une époque, et il me croisait une fois dans un couloir, et puis il me disait, Didier, quand même, t'es une cravate, ça, je sais, je suis président. Voilà. Bon, je sais pas si ça passerait bien avec les différents PDG des chaînes d'aujourd'hui ou de demain, quoi. Voilà, fidèle à lui-même, Didier. Alors, Pierre Cangeni, vous avez été le premier présentateur de téléfoot, 77. Est-ce qu'on vous parle encore aujourd'hui de cette époque? Écoutez, moi je suis surpris, c'est même un grand mystère. Il y a une sorte de rémanence qui se fait. Alors moi je pensais qu'au bout d'un an ou deux on était complètement oublié par rapport même à l'émission. J'ai fait quelques petites choses dans ce métier en 15 ans, parce que je n'ai fait que 15 ans de télévision, mais en fait j'ai quand même fait tous les championnats du monde de Monzon, de Mohamed Ali, j'ai commenté la finale de Glasgow. Et d'autres choses aussi. J'ai présenté diverses émissions, qui c'était Sport Dimanche ou Droit au but ou Match sur le... peu importe. En réalité, tous les jours que Dieu fait, je rencontre 2 à 3 personnes qui me parlent. Alors, bien sûr, la tranche d'âge augmente. Hein. Maintenant, il faut partir de 25 ans. Maintenant. Ça, c'est évident. Parce que là, aujourd'hui, les enfants que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, Pierre, c'est Aznavour, ça. Vous êtes parti en 81. Pourquoi ? Oh, il m'est arrivé ce qui est arrivé à beaucoup de choses dans ce métier, à beaucoup de gens dans ce métier. Il ne faut pas lui donner une importance qu'elle n'a pas. Il y avait un nouveau chef de service. Denisot était nommé patron du football. Moi, je suis parti avec les Globetrotters en tournée à Abidjan. Donc en vacances. Et au retour, donc il ne faut pas partir en vacances. Voilà, il ne faut jamais partir en vacances. D'autres me l'avaient dit d'ailleurs, mais moi je ne me conformais pas à la chose. Je leur ai demandé avant de partir s'il y avait une surprise possible, s'il y avait la surprise du chef. On m'a dit non, il n'y a pas de surprise du chef. Et en réalité, à 6h du matin, et là on rejoint Didier Roustan, vous allez voir, à 6h du matin, en arrivant en Orly, il y avait des congères. C'était cet hiver terrible où il avait gelé sur toute la France. Didier descendait en petit tricot, en t-shirt d'ailleurs. Il notait ses précipités, il a mis une couverture sur le dos, de peur qu'il ne tombe effectivement de froid. Et la mère de Didier Roustan avait l'équipe sous le bras, l'a montré à Didier, ne voulait pas me la montrer. Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose, je lui ai demandé gentiment et j'ai appris que je n'étais plus responsable de téléfoot. Mais vous savez, c'est tout à fait relatif, c'est arrivé à bien d'autres dans ce métier. Bien, on va revenir, Pierre, à la 7e journée du championnat de première division. La Ligue des champions approche, ce sera mercredi. Et Monaco avait bien l'intention de se refaire, comme on dit, en accueillant l'Olympique de Marseille au stade Louis II. Fabrice David. Plusieurs milliers de supporters marseillais dans les tribunes de Louis II pour pousser les Bleus Marines et Xavier Gravelaine, dangereux d'entrée. Une frappe bien arrêtée par Fabien Barthez. Un match parti très vite. Monaco réplique Ikpeba. Ikpeba s'enfonce, centre fuyant, Trezeguet se jette, Kopke repousse, dégagement acrobatique. Derrière, il y a Endoram, tir de Endoram, Kopke arrête définitivement. Corner pour Monaco, tiré par Collins. Tête de Trezeguet, Serge Blanc comme il peut. Et c'est Monaco qui prend les choses en main. Ikpeba dans la surface, un dribble, centre contré, dégagé par la tête de Laurent Blanc, reprise de Jafet Endoram, Kopke impérial depuis le début de la première mi-temps. Et de l'autre côté, Barthez se met également en évidence, centre de Makelele, tête plongeante d'Echouafni au deuxième poteau, détourné par un super réflexe de Barthez, une occasion en or pour l'OM. Toujours 0-0, Gravelaine lance Bekanovic, Barthez manque sa sortie, Bekanovic a le but grand ouvert, il temporise trop, retour de Franck Dumas. Bekanovic finalement taclé, c'est terminé pour l'OM. Monaco qui relance avec ses 2 attaquants, Ikpeba, Trezeguet, tir de Trezeguet au-dessus. David Trezeguet, le buteur de l'équipe de France Espoir, il a une nouvelle occasion, tir détourné à nouveau par Kopke. 0-0 à la mi-temps, mais beaucoup d'occasions. Et en deuxième période, Monaco trouve l'ouverture sur corner, Benarbia directement sur Collins, reprise du gauche de l'Écossais. Kopke cette fois n'a pas bougé sur cette très belle reprise de Collins. L'OM qui se révolte, un ballon dans l'axe pour Titi Camara, un geste osé de Camara et encore un super réflexe de Barthez. Il était un peu avancé mais il écarte le ballon.
Et Monaco qui assure sa victoire avec Benarbia plus Spéard, tous deux rentrés en cours de deuxième mi-temps. Spéard centre pour Thierry Henry qui surgit plus rapide que tout le monde et que Kopke. Monaco s'impose 2-0 devant l'OM. Monaco qui jouera donc mercredi à Lisbonne contre Frédéric. le Sporting. Oui, Pascal. Des vacances prévues ces prochains jours? Je ne pars plus. Vous pourrez voir le match en direct sur TPS, donc Sporting Monaco, ou alors un long résumé sur TF1 après PSG Göteborg. Mais dans l'immédiat, on va voir Metz qui recevait Cannes. Et là, pour nous parler de ce match, le plus ancien de l'équipe actuelle de Téléfoot, Philippe Pouy, bravo, vous êtes un véritable dinosaure. Vous êtes parti. Bravo Philippe. Vous êtes parti quand Pierre... Non, vous êtes arrivé quand Pierre est parti, mais il n'y a pas de rapport. Hein. C'est vrai que je suis le seul à avoir eu le plaisir de travailler avec vous tous, de Pierre à Thierry, en passant donc par Frédéric. Sans oublier on va Vincent pas verser une larme et on va passer à la rencontre qui a opposé les deux extrêmes. Metz premier qui recevait donc Cannes dernier. Robert Pires est dans les tribunes, Blanchard également absent. Les Messins partent un petit peu dans l'inconnu face à Cannes et la première période n'est pas vraiment rassurante. Les Lorrains déjouent et il leur faut attendre la toute dernière minute pour les voir construire une action percutante. Rodriguez, tir contré, pas de souci pour Grégory Ving. 0-0 à la mi-temps, Joël Muller n'a pas le sourire. Les Cannois, eux, espèrent un petit miracle. Malheureusement pour eux, Zoro va arriver, déguisé en Philippe Gaillot. Iciol en retrait, Toys, tête de Fischer, contrôle, reprise de Gaillot sous la transversale. 1-0 pour Metz et deuxième but en 8 jours pour Philippe Gaillot. Il a rarement été à pareille fête et ça s'explique facilement puisqu'il joue arrière-gauche. En 12 ans de carrière, c'est son 18e but en D1. Pas mal. Metz fait le forcing pour assurer la victoire. 7 minutes plus tard, faute de Fischer sur Rodriguez, estime l'arbitre Monsieur Léon. Coup franc bien placé. Boffin, frappe de Mérieux le long du poteau, 2-0 et premier but de Frédéric Mérieux depuis qu'il joue à Metz. L'ex-Lensois a toujours un pied gauche magique. Grégory Vimbé sait que cette fois c'est terminé. Pourtant Cannes a plutôt fait un bon match. Jusqu'au bout, les joueurs d'Adik Côte se sont battus, mais sans réussite, à l'image de Laurent Leroy, dont le tir va heurter le poteau de Lionel Letizy. 6e défaite de Cannes en 7 rencontres. Les Azuréens restent bon dernier. Vainqueur 2-0, les Messins comptent 6 victoires. Philippe Gaillot est un Lorrain heureux. C'est vrai qu'en ce moment c'est la réussite est de mon côté, mais il faut reconnaître qu'on renonce jamais. Ça fait beaucoup de matchs qu'on a un peu de mal à s'imposer, mais les résultats viennent parce qu'on ne renonce pas, on continue à fournir le meilleur de nous-mêmes et les résultats viennent finalement naturellement par la suite. Déjà la semaine dernière à Rennes, Philippe Gaillot avait permis à Metz d'arracher le point du match nul. Suite à cette reprise, les Messins sont peut-être leaders pour un bon moment. On va essayer de profiter au maximum du capital qu'on a acquis maintenant et on va essayer de faire durer ça le plus longtemps possible. Situation différente pour Côte. Ce que j'ai demandé après le match aux joueurs, de vite se regarder dans le miroir un par un, moi inclus, et de commencer à partir de lundi de se comporter comme de vrais footballeurs, comme de vrais hommes, avec des couilles comme on dit, au lieu comme des jeunes qui viennent jouer au foot avec leurs jambes. L'après-midi ils s'amusent, le matin ils s'entraînent, l'après-midi ils s'amusent, et samedi soir un petit match. Finalement vous êtes en colère. Je suis en colère. J'ai 3 points au bout de 7 matchs et c'est pas du tout agréable. Alors les Cannois à eux de prouver qu'ils ont des couilles comme dit leur entraîneur. Philippe avait un petit mot à rajouter. Philippe. Oui. Bon, en tout cas on vous applaudit, hein, bravo. Il adore qu'on parle de lui. Propos curieux quand même de Adik Côte. Et puis il y a eu des moments curieux dans la vie du football au cours de ces 20 dernières années que vous avez peut-être retrouvé, Hervé Matou. Vous qui fouinez partout. Ah, je fouine. Jingle peut-être.
Des insolites spéciales 20 ans avec des images insolites souvent volontaires mais parfois pas volontaires parce qu'il faut bien vous dire que si la technique aujourd'hui a évolué, les débuts étaient parfois chaotiques, il y avait des problèmes, c'est pas Pierre Congioni qui me contredira. Lui qui a vécu de vraies galères en plateau, vous allez voir, nous sommes au début des années 80, il est en plateau avec Jean-Marc Guillou qui est son invité et il y a un sujet qui veut partir et qui ne part pas, mais vraiment pas. Vivre, en résumé bien entendu, c'est demi-finale de la Coupe de France. Partez s'il vous plaît, nous sommes en retard. Ah, ce n'est pas la SNCF, la télévision, c'est pas tout à fait la même exactitude, mais ce sont les impondérables du direct, de ces montages faits sur place. Généralement, quand il y a un problème, on dit toujours que c'est en direct, ça permet de passer 10 secondes, et ça justifie. Des images qui viendraient de l'Est. Vous vous en souvenez, Pierre, en un mot? Oui, tout à fait. Anne Massera ne voit plus rien. Ça a duré au moins entre 10 minutes et un quart d'heure. Moi, je savais ce qui se passait. On va pas passer l'intégralité. Est-ce que ça serait perdu? Le faisceau partait sur Strasbourg, en réalité, sur Bruxelles. Là, ça devient inquiétant. Ça se produit rarement, mais il faut bien que ça arrive un jour. L'attitude de Jean-Marc Guillou assez amusante, bien embêté. Enfin, il fait rien pour vous aider. Pour être au courant. Il ne peut rien. Il n'est pas là pour ça. Nous ne sommes pas. Ah, c'est une question de commutation. Oui, ça va rien dire au public du tout. Ils sont prêts, mais ils ne peuvent pas commuter. Alors, ça, c'est Solange Peter qui joue au bout du fil, qui était quand même la grande réalisatrice de Téléfoot, et ça me permet de lui rendre hommage. Alors, si vous êtes entre Paris et Strasbourg, et si vous trouvez des images, sachez que ce sont les nôtres. Veuillez les rapporter. Alors parfois le sujet part, mais il y a des surprises. Regardez, nous sommes dans un résumé Paris Saint-Germain 3 et subitement ça va être le vrai délire. Surpris, j'étais surpris comme vous. Je pense qu'il s'agissait de cirque. Effectivement, c'est le montage rapide qui a dû provoquer cette cassure immédiate de Magneto. J'en suis fort surpris. Nous avons une mire aussi, je crois. En fait, ça va passer très vite. C'est Christian Jean-Pierre qui un perturbable, un Congioni surpris, mais pas tant que ça. Alors là, c'est beaucoup plus récent. C'est avec Roger Zabel. Nouvel incident avec Christian Jean-Pierre. Qui ont plus que jamais besoin de points. Il se procure d'ailleurs la première occasion dangereuse. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que ce jour-là, c'est encore Jean-Marc Guillou qui est sur le plateau de Téléfoot. Christian Jean-Pierre que nous allons retrouver dans un instant. Parce que vous comprenez pourquoi on ne l'invite plus. Il doit vraiment se demander où il est tombé, mais bon. Parfois ça marchait quand même. Là, le sujet va finir par partir. Au Parc des Princes, nous allons trouver maintenant Pierre Torret, si tout va bien. Voilà. Après tirage au sort des poules du tournoi international cadet de Pâques, ça a marché, c'est miraculeux. Alors, malgré tous ces petits problèmes ponctuels, c'est vrai qu'on a tous gardé une grande nostalgie de cette époque. Avec Pascal, on était tout petits, on rêvait devant notre écran. J'ai visionné pas mal d'anciens téléfoot pour ce 20 ans. Et je suis tombé sur un document absolument exceptionnel. Avant de vous en parler, on va le regarder. Je vous dis simplement que c'est Michel Denisot qui est en train d'interviewer Henri Michel. Vous me dites si vous remarquez quelque chose. Je crois, mais de match en match, ça se rapproche de la fin. Strasbourg est toujours là. Saint-Etienne aussi. Nous, on attend le faux pas de quelqu'un en espérant que nous, on continue à gagner. Mais je crois que c'est une fin de championnat qui est passionnante. Et je crois que tous les publics, surtout les terrains de France, sont contents. Ah, vous n'avez rien remarqué? Non, il y a Jean-Vincent. Ouais, il y a Jean-Vincent, mais on va le voir à nouveau parce qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe derrière et à gauche de Henri Michel. Regardez bien les images. Et là, regardez, un petit garçon émerveillé, déjà attiré par les caméras comme les moustiques par la lumière, c'est Pascal Pro. Adorable. On a du mal à le croire. On ne sait pas si Denisot l'a repéré ce jour-là. En tout cas, ça prouve qu'il faut toujours regarder ce qui se passe derrière. Premier plateau. Ouais, il a grandi maintenant. Maintenant, c'est lui qu'on regarde. Il est devenu ce grand garçon spirituel que l'on connaît. Et maintenant, c'est vrai qu'on regarde que lui. On regarde pas les gens qui sont à côté de lui. Alors, tout au long de cette émission, nous avons évoqué les présentateurs qui se sont succédés sur le plateau de Téléfoot. Mais il y a un commentateur dont on n'a pas parlé. C'est Coluche. Et oui, Coluche qui, un jour, a commenté un résumé de Téléfoot. Il était invité par Michel Denisot pour un tirage au sort. Et il s'est donc essayé à cet exercice. Écoutez, c'est pas mal. On va revoir ce match, si vous voulez, c'est vous qui le commentez, c'est la première fois que ça vous arrive. D'accord, oui, vous allez voir, c'est la dernière d'ailleurs. Donc ici, vous avez plusieurs footballeurs qui sont... un seul est en possession du ballon, il le donne à un autre maintenant, vous voyez, parce que quand même, il ne faut pas le garder pour lui. Voilà. Il le jette dans le but. Et là, vous avez encore un joueur de Paris Saint-Germain, que je ne vous dirai pas le nom parce que... On le connaît. Il faut pas le dénoncer, ça Strasbourg pour y casser la gueule. Voilà, ça donne des idées. Et puis pour terminer, je voudrais quand même remercier le destin parce que Téléfoot a 20 ans aujourd'hui, mais l'aventure aurait pu s'arrêter l'an dernier, le jour où Frédéric Jaillant a de façon assez traître dressé une embuscade au ministre des Sports de l'époque, Guy Dru. Regardez. Ah oui.
car derrière nous, il y a l'atelier des tirs au but avec Dominique Rocheteau et puis les gardiens. C'est pas passé loin, hein? Non, pas loin. J'ai effleuré de la tête, là. Ouais. C'est du direct. Ouais, c'est vraiment du direct. Le coup du direct, je vous le disais, dès qu'il y a un petit problème. Heureusement, le piège n'a pas fonctionné, mais c'était moins une. On est quand même peu de choses. Hein. On est peu de choses. On est vraiment peu de choses. Eh bien, le Variété qui était à Coulommiers ce jour-là pour faire cet atelier de tir au but sera cet après-midi à 17h à Marly-le-Roi, dans la commune où François-Henri de Virieux est le maire. Et le Variété affrontera pour la municipalité. Et pour l'Action Platini également. Et pour l'Action Platini, une équipe d'anciens de Marly-le-Roi, 17h à Marly. Une page de pub et on revient pour la fin de ce téléfoot spécial avec Pierre Fabien. Les 20 ans de téléfoot, Pierre Cangioni est avec nous. Nous avons évoqué les anciens présentateurs, Michel Denisot, Georges Dominique, Didier Roustan. Nous ne voudrions pas oublier Jean Rénal, que nous avons cherché partout dans toute la France. On ne sait pas trop où il est. S'il est quelque part, qu'il se manifeste. Mais nous allons maintenant parler... Il faut se dépêcher. Oui, il reste un quart d'heure dans l'émission. Mais nous allons parler maintenant des présentateurs brillants de l'ère moderne. Et quels présentateurs? Roger Zabel et Jean-Michel Larquet. Et nous ne voudrions surtout pas oublier de remercier ceux qui nous ont également beaucoup aidés au cours des dernières années. Et encore aujourd'hui, François Dubois, notre archiviste en chef, Yves Kupferminck, Martin Zara, Christian Vella et tous ceux que j'ai oubliés me pardonneront certainement. On retrouve donc Roger et Jean-Mimi. Bonjour, je suis Roger Zabel. Voilà, ça c'était un pari. Nous sommes heureux à Téléfoot de fêter aujourd'hui le 484e numéro de cette émission. Il tirera avec nous les conclusions sur les images que nous verrons. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Baradé qui était le remplaçant de Joël Batz et le second, Jean-Michel Larquet. J'ai pas tout à fait suivi parce que j'ai vu. C'était les plaisanteries de Roger. Ah là, au début du film. Non. Cela se passe au cours d'un match entre Wimbledon et Newcastle. Et vous noterez au passage la mine ravie de l'un des deux joueurs. C'est ce qui s'appelle avoir les choses en main. Dans un instant, 7 sur 7 avec comme invité Pierre Jox aux côtés d'Anne Sinclair à qui nous faisons bien volontiers et comme d'habitude une grosse bise. Ainsi qu'à Pierre Jox. Oui, ainsi qu'à Pierre Jox. Passez une très très bonne soirée. Au revoir et à cette semaine. Et on embrasse également Jodie Foster. Elle sera l'invitée ce soir de Michel Field avec Alain Madelin. Pascal, notre affiche, PSG Bastia. PSG Bastia avec l'homme du début de saison, Marco Simone. 7 matchs, 7 buts. Il a encore été en évidence vendredi soir. PSG Bastia au parc. Vendredi après-midi, aéroport de Porrette, à Bastia, comme dit Pierre Cangion. En Corse, c'est toujours l'été. Polo, short, sac de sport et téléphone portable, la tenue moderne du footballeur professionnel. Entre le continent et l'île, le pont est aérien et la passerelle mène à Paris, sous les sourires. Souma à gauche et Faye rigole plus qu'ils ne lisent. Et 1h30 plus tard, atterrissage à Pontoise. Une nuit de sommeil samedi 18h, le quart des joueurs file devant le Parc des Princes et rencontre des supporters. Le mec l'a dit 0-0, c'est parfait. C'est tout ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a, lui, Cyril? Monsieur Bata est l'arbitre de cette rencontre. Bastia exceptionnellement est en jaune et il y avait vendredi soir encore 40 000 personnes au Parc des Princes pour suivre le PSG face à Bastia qui n'a toujours pas perdu depuis le début du championnat. Marco Simone et Maurice. Frédéric Antonetti était au lycée en 1977 lorsque Bastia brillait en Coupe d'Europe. La rencontre est partie avec une domination parisienne de tous les instants. Gava a transmis à Simone sans contrôle, ce sera la tête de Maurice. Bon timing pourtant, mais c'est au-dessus de la barre transversale. Simone et Maurice, c'est le ticket gagnant du début de l'été. Simone a marqué 6 buts et Maurice 3 pour le moment. Antonetti est inquiet car ses Corses sont largement dominés. Une nouvelle occasion après un quart d'heure. Ce sera Ngoti à plus de 30 mètres. Une frappe lourde, puissante, flottante. Durand ne l'a pas contrôlé. Il faut oser pour tenter à plus de 30 mètres. Un ballon très difficile. Et un superbe amorti de Florian Maurice. Toujours le PSG à l'attaque. 1-2 avec Gava. Maurice sans contrôle également. Ce sera pour Simone qui se retourne. Pied droit.
Alors que le contrôle était de l'autre pied, il va très très vite. Marco Simone, contrôle du gauche, frappe du droit et le deuxième tir était de Gava. Toujours 0-0 après 20 minutes et encore un coup franc. Rai Le Guen et ça passe sur la gauche de Durand, mais il n'y a pas l'ombre d'une occasion corse. C'est la 4e parisienne. Ricardo s'impatiente car la conclusion n'est pas arrivée. Zvirzewski au milieu, pressing parisien, Ngoti, Roche qui récupère, Maurice, 1-2, Roche, Simonet de la tête, Maurice, c'est bien joué, du pied gauche, il voit très vite le jeu, Marco Simonet, il se retourne. Il va l'avoir, hop, un petit coup d'œil sur la droite, ça lui permet de savoir qu'il est seul, il a transmis de la tête et Maurice qui reprend du pied gauche sans contrôle également. C'était bien joué. Revaux, nous abordons la 38e minute, tête de Mendy qui ne lâche pas Simonet. Zvirzewski, pressing de Gava, pressing de Domi qui transmet sur la gauche à Simonet face à Mendy. Simonet qui résiste et qui passe, pied droit, but. But de Marco Simonet à la 37e minute. Le drapeau vert, blanc, rouge flotte sur le parc et il est superbe ce but. Il faut savoir qu'à ce moment du match, Frédéric Mendy a déjà un avertissement. Donc il ne peut pas faire de faute sur Simonet qui contrôle du pied gauche et qui ouvre le pied droit alors que Durand anticipe au centre. C'est un but magnifique. C'est le 7e. Il y a peut-être une main au départ de l'action. Marco Simonet nous le dira tout à l'heure puisque nous l'avons rencontré samedi matin après le match. C'est le 7e en 7 matchs. Il a réussi un doublé. Marco Simonet, il a marqué lors des 6 dernières journées du championnat. Laurent Fournier sur la droite. Un centre pour une tête d'Edmilson. Simonet dans la surface. Edmilson, Simonet. Arrêt de Durand. Et la première période s'achève sur ce score d'1-0 pour le PSG. Score tout à fait logique tant la domination a été importante. Deuxième période à présent et moins de rythme, moins de qualité de jeu des Parisiens, moins d'occasions également. Si ce n'est Florian Maurice face à Durand. Mais Maurice, vendredi, c'est assez rare pour le signaler, n'était pas dans un grand jour. À ce jeu, les Bastiais créent le danger devant le but parisien. Dégagement de Durand. Le Guen. Prince a récupéré. Nous avons passé l'heure de jeu et voici le premier tir Bastiais de la rencontre. Il n'inquiète pas véritablement. Revaux. Antonetti avait fait rentrer Prince à la mi-temps à la place d'André, tout comme Gestrovic à la place de Goël. Attaque changée pour cette dernière demi-heure. La 87e minute, touche d'Algerino pour le Roi au centre. Il y a Maurice qui se jette et qui marque. C'est l'une des rares occasions de but de cette deuxième mi-temps. Elle est concrétisée par Florian Maurice, 4e but de sa saison. 2-0, ce sera donc le score final. Un but que l'on doit au remplaçant du PSG puisque Algerino avait remplacé Fournier et que le Roi avait pris la place de Gava, tout comme Guérin était entré en jeu à la place d'Edmilson, assez discret dans cette partie. Simonet quitte le Parc des Princes et nous écoutons Frédéric Antonetti. Je pense qu'on était un peu trop timide dans l'approche du match. C'est dommage parce qu'on a montré certaines qualités. Il aurait fallu être plus conquérant. Mais vous savez, on est jeunes, on est là pour apprendre et on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Nous voici dans les nouveaux vestiaires du Paris Saint-Germain. Bon anniversaire à Laurent Fournier qui a aujourd'hui 33 ans. Et nous allons donc revenir sur le but de Simonet avec l'interview réalisée samedi matin au Camp des Loges. Bastia, c'est une équipe vraiment tactique. Nous avons eu des difficultés l'autre soir. Ici, il y a les passes de Didi. J'ai vu un petit contraste avec Mendy. Et après, j'ai vu la possibilité de retourner en zone de but. Et j'ai vu le gardien qui a fait le geste d'aller sur Maurice, sur Florian. Alors, j'ai pensé de frapper moi, non? Je ne sais pas, je pense que j'avais touché un petit, mais j'ai vu un petit contact, mais ce n'était pas fondamental pour aller avant. Les défenseurs français, je peux dire que c'est comme l'italien. Ils sont très forts, c'est pas facile de faire le but.
Metz toujours premier au classement avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain. Bastia est 3e. 20 ans de téléfoot et nous ne voudrions pas oublier également nos assistantes Gaëlle et Sylvaine. 20 ans de souvenirs pour les joueurs de première division, y compris pour Thierry Henry qui pourtant n'avait qu'un petit mois lorsque téléfoot a débuté. On a l'abbé Pierre, j'irai pour les déshérités. Maintenant, on a la chance d'avoir Thierry Roland qui s'occupe des footballeurs. Et je crois que c'est le secret de jouvence de téléfoot. Et à part ça, je souhaite un joyeux anniversaire à toute l'équipe de téléfoot pour ses 20 ans. Et joyeux anniversaire qui continue encore 20 ans. Et à partir de là, je le regarderai dans peu de temps dans mon canapé, dans mon salon. Ça m'inspire que ça m'appelait quand j'étais gamin, que j'étais supporter moi-même de Valenciennes et que j'allais au stade avec mon écharpe et que je rentrais vite après le match pour aller voir les buts. Si vous m'aviez dit depuis combien d'années existe Téléfoot, je vous aurais dit 10-12 ans, mais pas 20 ans. Donc c'est pas une nouvelle qui me rajeunit ce soir. Il y a déjà le coup de vieux de la défaite, plus cette nouvelle-là, ça fait beaucoup pour le même week-end. C'est un âge que je voudrais bien avoir. C'est une émission qui marque, que toute la France regarde et il faut qu'elle continue à la regarder. C'est une émission référence pour un joueur de football. Je crois que ça fait des années, 20 ans, vous le dites. Je crois qu'on a tous regardé, on a tous cherché à se revoir quand on était joueur le lendemain, savoir avoir des images. C'est bien, il faut que ça continue. Je crois que on voit beaucoup de jeunes, beaucoup d'écoles de foot qui viennent sur le plateau. Je crois que c'est quelque chose de très convivial. L'année dernière, j'avais pas trop souvent le temps de la regarder puisqu'on jouait le samedi et le dimanche matin, on avait des crassages, donc c'était assez dur de la regarder. Mais cette année, on joue souvent le vendredi, donc le dimanche, souvent, je me lève et j'ai le temps de regarder téléfoot comme tout le monde en France. C'est sympa, c'est bien, ça dure, c'est très très bien pour le football. Où étiez-vous en septembre 1977 ? J'étais encore dans le ventre de ma maman, même pas, je crois que j'étais encore pas fait, donc pour moi c'est inconnu quoi. Voilà, et Michael Landreau est né 2 ans plus tard. C'était donc une émission spéciale. Téléfoot a été créé il y a 20 ans. Merci Pierre Congioni d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et une grande question, une véritable interrogation Thierry, je vous la pose. Et Téléfoot dans 20 ans alors ? Dans 20 ans, je pense que Téléfoot existera toujours. Je pense que peut-être nous ne serons plus là. Non, des jeunes nous auront remplacés. Oui, les jeunes nous auront remplacés, mais il y aura toujours l'affiche, monsieur Pro, rassurez-moi. Vous étiez effectivement 18 millions d'abonnés hier soir sur TPS à suivre l'affiche de ce 8e championnat d'Europe des clubs. La rencontre s'est déroulée à Saint-Denis, au stade Jean-Claude Dacier, devant un public virtuel de 370 000 connexions. L'équipe parisienne PF1 et la formation milanaise Pizza Plus étaient à 4 buts et demi partout à l'issue du premier quart-temps. C'est vrai, Hervé, depuis le début de saison, on observe beaucoup de buts. C'est vrai aussi que le gardien n'a plus le droit de mettre les mains. Oui, ceci depuis le mois de juillet dernier. Alors, il faudra attendre pour savoir si ce résultat est homologué, car les dirigeants de Pizza Plus ont porté réclamation. Leur service informatique aurait détecté un virus dans le cerveau du robot qui est chargé de détecter les hors-jeux. On se souvient que le 4e but parisien avait été validé, les 4 arbitres avaient validé le but marqué par Isabelle Le Guen. Les Italiens affirment qu'ils pourront prouver que l'arbitrage artificiel s'est trompé. Et puis une dernière information, le club parisien... Vous êtes beau Thierry, vous êtes beau. Le club parisien nous informe que Bernard Lama, sa situation devrait se débloquer dans une semaine. Ok, voilà, merci à tous. Alors on va rappeler sérieusement cette fois que vous avez rendez-vous. Merci encore à Pierre Congioni, merci beaucoup. Non, merci à vous et longue vie à Téléfoot. Ok, alors donc mercredi 20h30 sur TF1, 20h30 mercredi, le retour de la Ligue des Champions, 2 clubs français qualifiés en direct de Paris-Golden. Ça vous va très bien. Merci Thierry. Puis un long résumé de Sporting Monaco que vous pourrez voir éventuellement sur TPS. Vous avez une drôle de gueule comme ça. Oui, d'accord Thierry. On se retrouve dans 10 jours. On se retrouve pour une émission plus classique. Napoléon III. Bon dimanche, au revoir. Au revoir.